Et puis enfin, j'ai par ailleurs accordé mon attention privilégiée, étant donné mes origines, à l'Association des journalistes européens dès 1965. En 1974, j'en deviens président de la section française et en 1978, président international. Et ce 4 années durant, qui furent sans doute pour moi les plus extraordinaires de ce parcours, alors que nos congrès se déroulaient à un rythme accéléré dans ce qui était encore dans les États qui venaient d'adhérer ou qui allaient adhérer à l'Union européenne, qu'on appelle la Communauté européenne, les congrès de Bristol et de Londres, d'Athènes et d'Olympie, de Dublin et de Galway, de Lisbonne, de Madère, Madrid et Oviedo. Et en quittant la présidence de l'Association des journalistes européens, en la transmettant à Paul Hodgson, qui fut l'un des rédacteurs en chef de la BBC, j'ai pu vraiment mesurer à quel point l'aventure européenne pouvait, hors des chemins casaniers qu'on emprunte parfois, représenter quelque chose d'incomparable à transmettre à d'autres générations qui ne peuvent pas avoir que des perceptions approximatives et bien souvent artificielles de ce que furent les temps de la Deuxième Guerre mondiale et de l'après-guerre mondiale. Voilà pourquoi, sans avoir la prétention du tout de prendre rang parmi les grands enseignants de l'histoire, stricto sensu, j'ai quand même conçu cette histoire 1949-2009 en tant que témoin engagé. Même si je m'exprime souvent à la première personne, il ne s'agit pas de mémoire, mais d'une analyse des strates successives de l'édification d'un projet auquel s'identifie mon propre parcours, et ce projet, c'est le projet européen. Cette histoire de l'Europe a versé, parmi tant d'autres bouquins, au grand dossier de la mémoire. Je me suis en fait décidé à l'écrire à la suite de la célébration du 60e anniversaire du Congrès de l'Europe à La Haye au printemps de l'année dernière. L'ouvrage, tel qu'il est proposé au lecteur, comporte 10 chapitres suivis de 45 pages de chronologie détaillée concernant la période qui court de la conférence de Yalta, donc même, voyez-vous, bien avant 2009, jusqu'à nos jours. Il comprend également une chronologie qui concerne une centaine de livres et un index pour permettre de repérer rapidement les noms cités. Le premier chapitre concerne l'Europe de l'après-guerre. Il est centré sur l'action des fédéralistes. C'est bien normal, puisque je viens de vous dire qui je suis. Trop souvent, cette action, évidemment, négligée par les pontifes de l'université. Contrairement, en effet, à une certaine vision scolaire, l'initiative européenne ne date pas des traités de Rome de 1957, Communauté économique Euratom, ni même de l'appel de Robert Schuman du 9 mai 1950 à l'origine de la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, dont Jean Monnet fut, il est vrai, l'incomparable maître d'œuvre. Mais elle a commencé à prendre corps grâce à l'engagement d'une poignée d'hommes qui, dans cette mouvance fédéraliste, ont été à mes yeux les grands parmi les grands. Henri Freinet, français, qui fut l'âme du mouvement combat dans la résistance, Alexandre Marc, premier secrétaire général de l'Union européenne de fédéralisme en décembre 1946, d'origine juive russe, puis fondateur et animateur du Centre international de formation européenne, avec lesquels j'ai collaboré tous les deux, respectivement un quart de siècle et près d'un demi-siècle, Altiero Spinelli, fondateur charismatique du Movimento Federalista Europeo, auteur avec le mathématicien Ernesto Rossi de l'historique manifeste de Van Toten, du nom de l'île du golfe de Gaète, où il fut incarcéré puis relégué de longues années durant la période de Mussolini. Spinelli, c'était, je dirais au passage, une parenthèse, c'était un personnage de roman. Militant communiste dans ses jeunes années, il fit la découverte
des œuvres des fédéralistes américains, notamment Alexander Hamilton en prison, et inversa, à la suite de longues méditations, le raisonnement de Marx et d'Engels. Non, l'histoire n'était pas, à ses yeux, la résultante de la lutte des classes, mais elle était plus encore la résistante de la lutte des États-nations. Spinelli est connu également pour avoir fait adopter en 1984 par le Parlement européen un premier projet de traité d'Union européenne qui obtint un succès de 129 voix contre 31 et 12 abstentions, mais qui n'ont pas eu de suite pour les raisons dont on pourra discuter tout à l'heure. Et je fus pour ma part un de ses compagnons de route une vingtaine d'années durant. Il y eut également Henri Boutmans, néerlandais polyglotte, qui fut le premier président de l'Union européenne des fédéralistes et le recteur fondateur du prestigieux Collège d'Europe à Bruges, ainsi que, évidemment, Denis de Rougemont, écrivain né dans le Jura suisse, engagé dans le personnalisme fédéraliste dès les années 1930 comme Alexandre Marc. Né dans ce Jura suisse, il fut après la guerre l'initiateur sur les bords du Léman, au sortir de Genève, du Centre européen de la culture, qui à son tour a inspiré la création de la Fondation européenne de la culture, sise aujourd'hui à Amsterdam. Tous deux, à des périodes diverses, furent également des compagnons de route. Tels sont les hommes attachants qui ont le plus imprégné mon parcours naissant, me léguant en quelque sorte des valeurs et un bagage intellectuel précieux. Deuxième chapitre, il est tourné vers la personnalité de Churchill. C'est un personnage tout à fait étonnant, ce John Bull, qui mit en échec Hitler. Rappelons-nous qu'après la débâcle des armées françaises dans la Deuxième Guerre mondiale, françaises et alliées, eh bien, la Grande-Bretagne isolée a tenu bon, alors que l'Amérique n'était pas encore engagée, et c'est ce personnage à qui revient le mérite de ne pas avoir capitulé, de ne pas avoir négocié, même en quelque sorte un arrangement avec le Troisième Reich. Eh bien, c'est lui qui a en quelque sorte, à qui en quelque sorte est due une première Europe. Cela aussi, on ne le sait pas tellement. Cette première Europe, elle est née dans la capitale de l'Alsace, devenue terre d'empire après la guerre de 1870, puis redevenue française en 1918, puis une nouvelle fois allemande en 1940, jusqu'au retrait des forces hitlériennes aux confins des années 44 et 45. Strasbourg, symbole donc d'un antagonisme séculaire, est devenu celui d'une réconciliation étendue aux limites maintenant du continent, qui veut s'incarner dans les droits de la personne humaine, personnalisés par la Charte européenne des droits de l'homme et la Cour du même nom depuis 1958. Je montre aussi, bien entendu, comment, dans ce livre, à la suite du retentissant appel de Churchill en faveur d'une sorte d'États-Unis d'Europe, disait-il, en 1946, à Zurich, les premiers contours de ce qu'on appelait alors, de façon un petit peu vague, immatérielle, une Europe unie, se sont dégagés des débats du Congrès de La Haye en 1948 aux Pays-Bas, donc dans la résidence